l'interview. Faut-il taxer les super profits des entreprises? Le secrétaire général des Nations Unies vient de relancer le débat. Il appelle les gouvernements à taxer les bénéfices des compagnies pétrolières. On va en parler avec Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Vous étiez favorable à la taxation des super profits. La proposition a été rejetée par les députés et les sénateurs. Le gouvernement nous explique qu'il préfère jouer la carte de la négociation avec Total. 30 centimes de réduction à la pompe par litre de carburant. Ça représente un effort d'environ 500 millions d'euros. Bercy nous explique qu'une taxe exceptionnelle sur Total n'aurait pas rapporté autant. Vous êtes d'accord ? Non, on n'est pas d'accord. On avait proposé une taxation sur l'ensemble des compagnies pétrolières et également quelques autres compagnies qui ont fait des bénéfices mirifiques pendant la crise et qui continuent à le faire et qui auraient rapporté, selon les calculs, au moins 10 milliards. Donc vous voyez bien que 500 millions d'un côté, 10 milliards de l'autre, on n'est pas du tout sur la même échelle. En outre, il y a une autre logique, c'est que si je prends simplement l'augmentation du prix des carburants, chacun s'impose des règles. L'État s'impose des règles, il baisse sa TVA. Il demande aux entreprises certaines règles, par exemple d'aider plus des salariés qui sont contraints d'utiliser leur voiture. Et les seuls finalement à qui on demande juste de l'aumône, à qui on ne demande aucune règle, c'est les grandes compagnies pétrolières, mais je pourrais élargir aux entreprises du CAC 40 qui, la plupart ont vu exploser leurs bénéfices tout en recevant des aides publiques de l'État, tout en distribuant une grande partie de ces bénéfices en dividendes et même l'an dernier en supprimant des emplois. Vous dites 10 milliards d'euros, on ne compare pas les mêmes chiffres. 500 millions d'euros, c'est ce que va coûter à Total la réduction des prix à la pompe. Quand vous parlez de 10 milliards, c'est ce que potentiellement une taxe pourrait rapporter si on taxait l'ensemble des surprofits et pas uniquement Total, attention. Oui, d'accord, mais n'empêche, c'est plusieurs milliards pour Total. Donc, on pourrait. Et puis, vous voyez bien qu'on n'est pas dans les mêmes conditions quand vous avez une règle qui vous contraint à, ou quand vous acceptez en outre, la diminution du prix du carburant par Total, elle n'est pas pérenne dans le temps. Elle est sur un coût qui est fait. Bon, c'est pas tous les pétroliers en plus. Donc moi, je crois qu'effectivement, là j'ai vu que le deuxième trimestre, si je ne me trompe pas, 2022, les pétroliers français, britanniques, enfin les principales compagnies ont fait 60 milliards de bénéfices. C'est-à-dire qu'on est en pleine augmentation du prix du carburant, qui est surtout due à une spéculation, et elles doublent leurs bénéfices par rapport à l'an dernier. Vous voyez bien qu'il y a un problème, et ça renvoie, parce que vous allez me poser après une question sur les salaires, au partage des richesses. Comment on fait en sorte que les recettes de l'État, comment on fait en sorte que le pouvoir d'achat de nos concitoyens ne baisse pas, de la plupart ne baisse pas? Et ben, il faut partager les richesses, et donc il faut aller prendre l'argent là où aujourd'hui il prospère de manière outrancière. Taxer les profits exceptionnels, on comprend le principe pour les compagnies pétrolières, mais où est-ce qu'on place le curseur pour les autres entreprises? Est-ce qu'on considère que les résultats des banques sont liés à des facteurs exceptionnels? Est-ce qu'on taxe par exemple STMicroelectronics qui a bénéficié de la pénurie de semi-conducteurs? Comment est-ce qu'on définit cette notion de super profit? Alors, déjà, il y a deux choses. Avant de parler des taxations exceptionnelles, je voudrais revenir quand même sur un problème de fond. C'est que les 197 000 PME en France payent en moyenne quasiment 25% d'euros d'impôt sur les sociétés, quand les 300 plus grandes entreprises payent en moyenne 17%. Et figurez-vous, des entreprises comme Total payent 0 €. Ça fait 2 ans que Total ne paye pas 1 euro en France d'impôt. Ce n'est pas les seuls. Il y a Renault aussi. Sanofi paye très peu. Bon. Donc, on a déjà un problème global de justice, j'allais dire fiscale, par rapport à des entreprises qui font quand même beaucoup d'emplois en France, et les PME, les TPE, et puis d'un autre côté, les très grosses entreprises qui redistribuent en plus une grosse partie de leurs bénéfices en dividendes. Après, en plus, se rajoute effectivement une taxation exceptionnelle qui est assez simple à mettre en place. Je ne vous donne pas les chiffres précisément, mais l'idée, c'était de voir qu'est-ce que ces entreprises, avant le Covid, faisaient comme bénéfices, versaient comme dividendes, qu'est-ce qu'elles ont fait pendant et depuis le Covid en bénéficiant des aides de l'État. Donc on fait un prorata, on regarde si elles ont fait des bénéfices vraiment très importants pendant le Covid, eh bien on les taxe en fonction de cette augmentation de bénéfices. Mais avec ce risque, avec ce raisonnement, le risque c'est de s'attaquer à la hausse des profits tout court. Est-ce qu'on peut empêcher les entreprises de faire des bénéfices? On sait très bien que si on limite les bénéfices, ça aura un impact sur l'emploi, sur l'investissement, sur notre attractivité. Il y a une réalité à laquelle on ne peut pas échapper, Éric Coquerel. C'est très curieux, vous avez raison dans la logique, mais moi je le revendique, mais c'est très curieux cette société où quand vous touchez le RSA
On va bientôt, si le gouvernement arrive à faire passer sa loi, demander à des bénéficiaires du RSA de faire quelques heures de travail pour un salaire de misère. Quand vous êtes chômeur, on va vous demander d'avoir moins d'indemnités. Et par contre, à l'autre bout de l'échelle, les entreprises qui font des bénéfices, je vous rappelle quand même qu'ils sont adossés sur le travail des gens, on ne fait pas du bénéfice comme ça, c'est pas né de n'importe où, eh bien elles, on n'y touche jamais. Il y a une contradiction. Et il y a une contradiction qui est insupportable pour une bonne raison, c'est que on voit que nous avons affaire à un dérèglement climatique d'ampleur. Chaque année, malheureusement, il est probable qu'on ait des événements qui mobilisent les services de l'État, mobilisent les collectivités, mobilisent la solidarité nationale. On a eu le Covid, là on vient d'avoir des incendies, on peut craindre que véritablement ce soit nécessaire. Dans ces cas-là, il faut que chacun participe à l'effort. Et si vous ne partagez pas les richesses, si vous n'allez pas chercher l'argent là où il est le plus, eh bien, on n'y arrivera pas, il n'y aura pas suffisamment de recettes. Et c'est exactement ce que l'État nous propose, de baisser les recettes de l'État au moment où on en a besoin, justement, face à ces dérèglements climatiques. On a souvent tendance en France à vouloir taxer les bénéfices quand ils sont exceptionnels a priori. Mais est-ce que ça marche dans le sens inverse? Société Générale, par exemple, a annoncé hier matin une perte trimestrielle d'1,5 milliard d'euros. C'est lié à la Russie. On ne va pas aller aider Société Générale qui, pourtant, est victime de ce contexte. On a l'habitude en France. Je peux remarquer que là, la taxation exceptionnelle sur les pétroliers se fait en Espagne, en Italie, en Angleterre, que l'ONU, vous l'avez dit tout à l'heure, appelle à taxer les pétroliers. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on soit les champions du monde de la taxation, contrairement à ce que dit le gouvernement. On a même depuis 5 ans eu énormément de baisse d'impôts sur les sociétés, beaucoup d'exonérations sans aucune contrepartie. C'est ce sur quoi nous insistons. Encore une fois, on a le propre de ce que nous vivons depuis 30 ans, et là c'est accéléré avec Emmanuel Macron, c'est que dans la production nationale, la production nationale, ce qu'on appelle la valeur ajoutée, c'est-à-dire ce que produisent les entreprises, la part de cette valeur a sans arrêt été déportée vers le capital au détriment du travail. Or, le problème, c'est que si vous faites ça, eh bien, à un moment donné, chacun comprendra, vous avez un problème de consommation populaire, un problème de pouvoir d'achat, donc un problème aussi de ce qui fait fonctionner l'économie, c'est-à-dire ce que les gens achètent. Bon, et là, on est un peu à la limite du système. À quoi sert, par exemple, au-delà d'apparaître plus compétitif, mais à quoi sert de surenchérir des gens qui ont déjà suffisamment? Vous savez qu'il y a 5 personnes en France possèdent l'équivalent de patrimoine de 27 millions d'autres personnes. C'est du jamais vu. À quoi leur sert cet argent mobilisé et à quoi servirait-il au nom de l'intérêt général? C'est ça la question qui est à se poser, et non pas le fait de se dire bon, bah, tant mieux, les entreprises font toujours plus de bénéfices, distribuent toujours plus en dividendes et le monde va bien comme ça. Moi, je crois que nous n'avons plus les moyens du coût du capital. Voilà la réalité. Elle n'est pas seulement en France, mais elle est aussi en France. Éric Coquerel, vous parliez du RSA il y a quelques minutes. Est-ce qu'il faut instaurer une contrepartie au versement de certains minima sociaux? Le gouvernement s'apprête à lancer une expérimentation dans une dizaine de départements. Quelques heures de travail ou de formation chaque semaine en échange du RSA. L'idée, c'est d'aider ces personnes à retrouver le chemin de l'emploi. Non, je crois que c'est une mauvaise solution pour 2 raisons. D'abord, pour ces personnes, il n'y a pas de raison que des gens soient sous-payés avec un salaire de misère parce qu'ils sont encore plus pauvres et plus déshérités. Et puis, deuxièmement, pour tout le monde. Parce que si vous commencez à entériner l'idée que vous pouvez travailler pour très peu d'argent, chacun comprendra que vous entraînez du coup le coût du travail toujours plus bas. Voilà, c'est un problème. Chacun croit. Si vous êtes payé dans une entreprise pour faire un travail donné, ou dans une fonction publique ou une collectivité, on vous paye au niveau décidé soit par le niveau du SMIC, soit par les négociations salariales. Et si à côté de vous, quelqu'un fait ce travail obligé pour vraiment très peu d'argent, vous comprendrez que chacun, à un moment donné, le travail perd en valeur en réalité. Donc je pense que c'est vraiment pas une bonne solution, pas seulement pour les gens qui touchent le RSA, mais pour tout le monde. L'argument du gouvernement, quand même, et les chiffres le confirment, c'est que le RSA n'aide pas à retrouver un travail. Et ça, on est d'accord sur ce constat. Le problème, c'est qu'il faudrait, contrairement à ce que dit le gouvernement, il faudrait du travail. Voilà, avant tout, pour trouver du travail. Et il faudrait aussi faire en sorte que notre économie se relance, par exemple, par des grands plans d'investissement. Nous, on a fait une proposition. On a proposé le droit opposable au travail. C'est-à-dire que quelqu'un
qui est chômeur depuis très longtemps, donc on touche les minima sociaux, parce que je vous rappelle qu'au bout d'un moment, la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés, eh bien, puisse quelque part saisir l'État et dire la Constitution me reconnaît le droit de travailler, proposez-moi un travail qui est équivalent au minimum à ce que à un SMIC, par exemple. Voilà, c'est des manières de proposer aux gens de revenir au travail, mais sur un vrai travail, réellement rémunéré. Pas, j'allais dire, ces espèces d'expédients qui sont, au bout d'un moment, l'aumône du pauvre. Le gouvernement va permettre aux entreprises de monétiser les jours de RTT sans limitation. Vous dites on est en train de détricoter les 35 heures. Évidemment. À partir du moment où vous défiscalisez les heures supplémentaires, vous supprimez les cotisations ou une partie des cotisations des heures supplémentaires, que vous permettez de racheter les RTT, c'est-à-dire tout ce qui, en théorie, vient au-dessus du cadre légal hebdomadaire de travail. Vous les favorisez. Et donc, à partir de là, si je suis chef d'entreprise demain, j'aurai plus tendance à payer en heures supplémentaires un salarié, puisque ce sera défiscalisé, puisque il y aura des exonérations, ou alors à racheter les RTT de ce salarié plutôt que d'embaucher quelqu'un qui, lui, aura un salaire avec les cotisations normales. Donc déjà, premier problème. Deuxième problème, moi je crois que la question, c'est d'augmenter les salaires nominaux. C'est pas de forcer les gens à travailler plus pour gagner plus. Aujourd'hui, les salaires sont trop bas en France. C'est ça la réalité. Et ce que je reproche le plus à ce gouvernement et à son projet de loi de finances rectificatif sur lequel nous allons nous exprimer tout à l'heure, c'est qu'il fait tout pour que les salaires soient augmentés. C'est ça la réalité, pour que le prix du travail baisse. Je ne suis pas d'accord avec le... Mais comment est-ce qu'on augmente les salaires sans alimenter l'inflation? On sait très bien que si on relève tous les salaires de 7, 8, 9% pour coller à l'inflation, ça va rapidement être absorbé par la hausse des prix. Je vous fais déjà observer que l'inflation, il n'y a pas de l'augmentation des salaires. Là. Elle vient du renchérissement des matières premières, de l'énergie, du dérèglement du système, du système financier international. C'est ça d'où vient l'inflation, principalement. Mais Éric Coquerel, si je vous augmente aujourd'hui de 8%, votre boulanger demain va se dire « je peux augmenter ma baguette de 8% parce que Éric Coquerel a les moyens de payer 8% de plus ». Idem pour votre loyer si vous êtes locataire, idem pour tout ce qui constitue les dépenses de la vie courante. On sait très bien que c'est un mécanisme de l'inflation. Si on augmente tous les salaires, très rapidement, c'est mangé par l'inflation. D'accord. Donc vous pensez-vous que c'est normal que les salariés perdent de l'argent chaque année? Non, je ne pense pas. Je vous pose juste la question. Comment est-ce qu'on augmente les salaires de manière générale? Ce qui est quand même étonnant, c'est que l'inflation, je viens de vous le dire, que nous subissons actuellement ne vient pas de l'augmentation des salaires. Et on dit que la conséquence, c'est que les salariés c'est les salariés qui doivent payer. Ben moi, je ne pense pas, justement. Je crois que, il faudrait rapidement intervenir sur l'inflation. Je vous donne un exemple pour intervenir sur l'inflation qui est contradictoire avec ce que fait le gouvernement. Pratiquement la moitié de l'inflation, pas tout à fait, mais la moitié de l'inflation vient du renchérissement de l'énergie. Pour qu'on arrive à ne pas être sujet à cet enchérissement de l'énergie qui vient de la spéculation, il faut développer notre autonomie énergétique. Il faut développer une sobriété énergétique. Donc, il faut un grand plan de bifurcation écologique. Et le moment est venu d'investir de l'État, ce que l'État ne fait pas. Ça, c'est une manière de lutter contre cette inflation provoquée par le renchérissement de l'énergie ou des matières premières. La deuxième question qui se pose, c'est que les salariés ne peuvent pas être les seuls qui quelque part, payent l'inflation. Parce que vous remarquerez, on parlait tout à l'heure des revenus du capital, là, il n'y a pas de problème. Personne ne se pose la question de revenus du capital qui explosent. Est-ce que par hasard, ça alimenterait l'inflation? Eh ben moi, je pense que ça alimente l'inflation, la manière dont les dividendes explosent dans le monde. Donc, ce n'est pas les salariés qui doivent le subir. Les salariés, on doit faire en sorte qu'ils ne subissent pas l'inflation et on verra comment juguler l'inflation après. Merci beaucoup, Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale.